Salut à tous, c'est Julien et on se retrouve pour une vidéo de ma série sur les bases de la photo et aujourd'hui on va parler de la vitesse d'obturation. Dans cette série de vidéos, je vous mets le lien vers la playlist en description, vous trouverez tout pour avoir les bases en photo avec la théorie mais aussi des exercices pratiques pour vraiment intégrer tout ça efficacement. Sujet du jour, la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est l'un des 3 paramètres de base de l'exposition avec l'ouverture qu'on a vu précédemment et les ISO qu'on verra dans la prochaine vidéo. Petit point vocabulaire, quand on parle de vitesse d'obturation, c'est un peu un abus de langage puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une vitesse mais plutôt d'une durée. Je préfère donc le terme de durée d'exposition qui est pour moi le plus clair. On peut aussi parler de temps de pause, tout ça c'est finalement à peu près la même chose. Simplement, quand on dit augmenter la vitesse d'obturation, ça veut dire réduire la durée d'exposition, c'est donc l'inverse. Fin du petit point vocabulaire. La durée d'exposition, c'est la durée pendant laquelle le capteur de l'appareil photo, ou la pellicule en photo argentique, est exposé à la lumière. D'où le nom, durée d'exposition, c'est bien fait. Concrètement, c'est un petit rideau en métal qu'on appelle l'obturateur qui s'ouvre. Le capteur est alors exposé à la lumière, il attend le temps de pause voulu et il se referme. Cela peut aussi se faire de manière électronique directement sur le capteur, c'est ce qu'on appelle l'obturateur électronique, mais le principe est le même. Comme il s'agit d'une durée, le temps de pause peut être exprimé en secondes ou en minutes, mais le plus souvent il sera exprimé en fractions de seconde, par exemple une demi-seconde, un quart de seconde, un centième de seconde, etc. Son effet sur l'exposition est simple. Doubler le temps de pause double la quantité de lumière qui va atteindre le capteur. Si vous avez besoin donc de 10 fois plus de lumière pour avoir une photo bien exposée, il suffira de multiplier par 10 le temps de pause. C'est facile. Mais on va voir que ça n'est bien sûr pas sans conséquence sur les photos. Pendant que l'obturateur est ouvert et que votre capteur est tranquillement en train d'enregistrer la lumière qu'il reçoit, le monde bouge. Le monde entier bouge, mais il y a en particulier 2 parties du monde qui bougent, la partie du monde qui est devant votre objectif et la partie du monde qui tient l'appareil photo, c'est-à-dire vous. Et cela va avoir des conséquences. Si les objets devant votre objectif bougent trop pendant que vous prenez la photo, ils vont être flous. C'est ce qu'on appelle le flou de mouvement du sujet, que l'on va le plus souvent chercher à éviter, mais que l'on va quand même parfois chercher à provoquer. Donc si on veut figer le mouvement, on va réduire le temps de pause. Si au contraire on souhaite que les objets en mouvement soient flous ou laissent détraîner, pour retranscrire cette impression de mouvement dans une photo, qui est par nature statique, on va alors augmenter le temps de pause. On verra des exemples concrets de valeurs dans la deuxième partie de la vidéo. Mais augmenter le temps de pause a une deuxième conséquence. Pendant que l'appareil photo prend la photo, vous bougez aussi. Si, je vous vois, vous bougez, et notamment vos mains qui tiennent l'appareil photo. Ce qui va provoquer un autre genre de flou, le flou de bouger. Et celui-là, on va toujours chercher à l'éviter, puisqu'il provoque un flou sur toute la photo et ne retranscrit rien du tout. À part le tremblement de vos mains, mais ça intéresse pas grand monde. Alors, comment régler le temps de pause et sur quelle valeur? On voit ça dans la partie pratique tout de suite. Première étape, comment concrètement régler le temps de pause ou vitesse d'obturation sur l'appareil photo? Bien, ça tombe bien, les appareils photo possèdent justement un mode semi-automatique fait pour ça, le mode priorité vitesse, noté selon les marques S pour speed ou TV pour time value. Si vous maîtrisez déjà la gestion de l'ouverture grâce à la vidéo précédente, vous pouvez aussi utiliser le mode manuel pour régler à la fois le temps de pause et l'ouverture. Comme les temps de pause les plus courants sont en fractions de seconde, c'est souvent directement la fraction de seconde qui est indiquée sur les appareils photo. Par exemple, il y aura directement indiqué 200 au lieu de 1/200e, 50 au lieu d'un cinquantième de seconde, 2 au lieu d'une demi-seconde, etc. On va commencer par évacuer le plus chiant en premier, comme ça on en sera débarrassé pour attaquer la partie la plus amusante ensuite. Le plus chiant, c'est la question quel temps de pause pour éviter un flou de bouger. La première solution, c'est d'utiliser un trépied ou n'importe quoi de stable pour poser l'appareil photo, et ça règle le problème du flou de bouger. C'est même quelque chose d'indispensable si vous voulez atteindre un temps de pause supérieur à 1 seconde par exemple. Mais si vous tenez en main votre appareil photo dans une position bien stable, la règle générale, c'est que le temps de pause le plus long que vous pouvez faire sans flou de bouger, c'est l'inverse de la longueur focale équivalente. Alors, je vous explique ça en détail. Quelques exemples pour que ça soit plus clair. Vous avez un zoom 18-55 mm et vous zoomez à fond. Vous êtes donc à 55 mm, ça c'est la longueur focale. Donc la règle, ça serait de ne pas avoir de durée d'exposition plus longue que 1/55e de seconde. Mais en fait, il faut trouver la longueur focale à laquelle ça correspond si vous aviez un appareil photo avec un grand capteur plein format. Donc ça dépend de l'appareil photo et de la taille de son capteur. Si j'ai un zoom 18-55, ça veut dire qu'il faut multiplier les focales par 1,5. Donc la focale équivalente à mon 55 mm, c'est 55 mm x 1,5, soit 82 mm. Si je veux éviter le flou de bouger, il ne faut pas que je descende en dessous de 1/82e de seconde. Donc en gros, 1/80e de seconde, ça sera limite, 1 centième, ça sera plus sûr, et à moins de mal tenir son appareil, toutes les durées plus courtes devraient éviter le flou de bouger. Deuxième chose à savoir, certains objectifs et appareils photo possèdent une stabilisation qui permet de multiplier ce temps de pause maximum jusqu'à x8 ou x10 ou x20 parfois. Si je reprends mon exemple précédent où je ne devais pas descendre en dessous de 1 centième de seconde, je pourrais descendre jusqu'à 1/25e de seconde avec un objectif stabilisé x4. Ça, c'est la théorie générale, mais ça dépend de pas mal de choses.
Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de stable? Est-ce que la prise en main de votre appareil photo est bonne? Est-ce que vous utilisez l'écran ou le viseur? Et à quel point la stabilisation de votre matériel est efficace s'il en dispose? Donc pour connaître les véritables vitesses limites que vous pouvez utiliser avec votre appareil, rien ne vaut quelques tests. Alors c'est un peu chiant à faire, mais c'est tellement utile que ça vaut vraiment la peine. Mettez-vous dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles vous shootez habituellement, passez en mode prioritaire vitesse et prenez des séries de photos en commençant à 1/2 centième de seconde et en augmentant progressivement le temps de pause jusqu'à 1 seconde en prenant plusieurs photos à chaque réglage de la durée d'exposition. Normalement, au début, vos photos devraient toutes être nettes et à la fin, toutes floues. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quand toutes vos photos sont nettes. Vous connaîtrez alors réellement votre temps de pause maximal pour les conditions que vous avez choisies. Connaître cette valeur peut être très utile par exemple quand vous photographiez de l'architecture dans un endroit sombre mais que vous n'avez pas le droit de poser un trépied, par exemple dans une église ou un musée. Vous pourrez alors avoir un temps de pause plus long, donc des ISO plus bas et moins de bruit sur la photo, comme on verra dans la prochaine vidéo. Maintenant que le flou de bouger s'est réglé, on peut passer au plus intéressant, le temps de pause en fonction du sujet, de sa vitesse, mais aussi de l'effet de mouvement que l'on souhaite lui donner. Contrairement à avant, ces valeurs ne dépendent pas du matériel utilisé, mais de la vitesse à laquelle le sujet bouge dans le cadre. Pour vraiment intégrer l'effet de la durée d'exposition, le mieux c'est une petite séance de photos de rue par exemple, idéalement dans une zone assez passante, histoire de pouvoir faire beaucoup de tests. Donc en priorité vitesse, trouvez une zone passante et prenez des photos à différentes vitesses d'obturation et avec différents sujets. Des adultes, des enfants, des vieux, des vélos, des voitures, etc. Si vous voulez descendre en dessous de la durée d'exposition nécessaire pour éviter le flou de bouger comme on l'a vu précédemment, n'oubliez pas de caler votre appareil photo sur quelque chose, un trépied ou un banc ou un muret, n'importe quoi. On regarde ensemble quelques exemples. L'idée c'est évidemment que vous preniez vous-même des photos et que vous testiez un petit peu ce que ça donne comme résultat. Donc la première photo je l'ai prise donc à 1/500 de seconde et donc là on voit clairement sur la photo que tout est net. Que ce soit le paysage, les gens qui marchent, même les roues sont parfaitement nettes, tout est vraiment net à 1/500 de seconde. Si on prend la suivante, donc là je suis descendu à 1/2 centième de seconde pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc évidemment le paysage est toujours net, les gens qui marchent sont bien nets aussi, même le monsieur qui court ici est bien net, par contre on voit que le scooter qui passe ici commence à être flou. Je suis encore descendu un petit peu au niveau de la vitesse, donc là je suis à 1 centième de seconde, et on peut voir que le paysage est toujours net, les passants qui marchent ont l'air à peu près nets. Si on zoome un peu, on voit que son pied ici commence à être flou, et si on prend toujours le même homme qui court, on voit que là, lui, il commence à être nettement flou. Sa jambe commence à être bien floue. Donc on le distingue clairement, mais par contre, la sensation de mouvement est vraiment là. Donc là, je suis descendu à 1/50 de seconde, et cette photo elle me semble intéressante puisqu'on voit l'effet sur différentes scènes. Les gens qui sont immobiles sont évidemment parfaitement nets. Les deux hommes qui marchent tranquillement sont nets. Par contre, voilà, le scooter qui passe, la voiture, le camion commencent à être vraiment très flou et laisser des traînées. Une autre photo que j'ai prise à 1/13 de seconde, ici, donc presque 1/10 de seconde, et je l'ai prise, je l'ai trouvée intéressante parce que ça permet de voir aussi que ce qui compte, c'est comme je vous disais au début, c'est la vitesse de déplacement dans le cadre finalement, puisque cette dame qui est là, on distingue quand même assez bien sa silhouette, même si sa jambe qui avance vite est presque floue. Par contre, celle qui passe ici, au premier plan, elle passe plus vite dans la photo et donc elle est plus floue. Ensuite, pour avoir des temps de pause encore plus longs, j'avais un problème de lumière, donc je suis allé dans le métro pour avoir moins de lumière. Donc cette photo que j'ai prise à 0,5 secondes, donc une demi-seconde, on voit que tout le monde commence à être flou, à part les gens complètement immobiles. Et on voit même par exemple ici que les escaliers mécaniques commencent à former une sorte de bande continue, on distingue presque plus les marches. Voilà, dernière image que je voulais vous montrer aussi parce que je la trouve sympa. Je suis ici à 1 seconde et les gens commencent à complètement disparaître. Voilà, si j'avais poussé un peu plus la pause, on aurait eu des bandes continues au niveau des escalators et on verrait plus du tout les gens. On distingue encore des ombres ici, ici, ici et ici. Donc on sait qu'il y a des gens, mais par contre on ne voit vraiment plus, on ne peut plus distinguer leur forme de leur corps. Quelques exemples concrets de durée d'exposition maximale que j'utilise généralement dans ces situations si je veux figer le mouvement. Évidemment, si la lumière le permet, je préfère réduire la durée d'exposition un peu plus pour être vraiment sûr d'avoir une photo bien nette. Si vous photographiez des enfants qui jouent ou du sport, 1/100 de seconde. Voire encore plus court si vous voulez figer des éléments très rapides comme des ballons. Si vous photographiez des enfants qui jouent calmement, on n'est jamais à l'abri de mouvements plus rapides, donc on a besoin d'une certaine marge de sécurité. Donc je règle plutôt vers 1/200 de seconde. Si vous photographiez des gens calmes, par exemple en train de poser ou assis en train de discuter, vous allez pouvoir avoir un temps de pause relativement long, par exemple 1/125 de seconde. Pour un bébé qui dort, par exemple, le seul mouvement peut être sa respiration. Donc s'il est calme, on peut aller jusqu'à 1/4 de seconde, par exemple, une demi-seconde même si besoin. En photo de paysage, on serait tenté de se dire qu'on a tout le temps qu'on veut et qu'on peut sans problème avoir des durées d'exposition de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes ou même plus. Bien parfois oui et parfois non.
il faut bien penser qu'il y a toujours un peu de vent qui fait bouger les arbres ou qui déplace les nuages. On va donc se limiter à des temps inférieurs à 1 seconde. Quand on débute la photo de nuit, on va généralement être surpris de la vitesse à laquelle les étoiles bougent dans le ciel. En quelques dizaines de secondes de temps de pause, elles vont faire des petites traînées dans le ciel, au lieu de rester des petits points comme on pourrait s'y attendre. Ça, c'était si on veut figer le mouvement, mais parfois, au contraire, on veut retranscrire le mouvement et donc avoir un léger flou de mouvement, comme par exemple le mouvement des jambes des gens qui marchent, les roues des véhicules qui tournent, etc. On peut aussi carrément vouloir obtenir des filets tracés par les éléments mobiles dans l'image, comme des phares de voiture sur une route, les étoiles dans le ciel, etc. Pour toutes ces raisons, l'important c'est de tester, tester, tester. J'espère qu'avec les nombreux exemples que je vous ai donnés, je vous ai fait gagner du temps, mais rien ne vaut la pratique personnelle. Donc prenez votre appareil et jouez avec la durée d'exposition pendant des heures dans différentes situations, jusqu'à ce que ça devienne vraiment intuitif, quelle vitesse, pour quel effet. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos de cette série sur les bases de la photo et liker la vidéo si elle vous a plu. Si quelque chose n'est pas clair, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Je vous dis à bientôt et allez faire des photos en vitesse. En vitesse parce que c'est une vidéo sur le mode priority vitesse, donc c'est drôle.